tous. Merci d'être encore présents à cette heure-là pour cette dernière conférence de République souveraine. On a beaucoup parlé de souveraineté aujourd'hui sous un angle plutôt national et ce que je vous propose pour conclure cette journée de conférence, c'est donc de traiter cette question à présent sous un angle international géopolitique, car il y a là aussi un immense enjeu de souveraineté. Et donc durant l'heure qui suit, je vous propose de parler de la place de la France dans le monde et de sa place face aux nouveaux enjeux géopolitiques. Pour introduire cette conférence, j'aimerais soulever d'abord une petite ambiguïté qui n'est pas forcément un paradoxe d'ailleurs, qu'on retrouve beaucoup à travers les discours dans l'espace public. C'est que d'un côté, on nous explique que la France est en plein déclin. Elle est en plein déclin pour des raisons économiques, déjà pour sa désindustrialisation, parce que nos entreprises sont bradées à l'étranger, parce qu'on vend nos bijoux de famille avec la vague de privatisation qu'on observe en ce moment, parce que notre déficit commercial n'est pas très beau à voir, mais aussi pour des raisons diplomatiques, puisque depuis 2003 et le coup d'éclat de Chirac et de Villepin, qui a consisté à s'opposer à l'entrée pour la guerre en Irak, eh bien, on a systématiquement suivi la politique extérieure des États-Unis, parfois même, certains le disent, contre nos intérêts. Et puis, on a aussi certaines affaires comme le récent traité d'Aix-la-Chapelle, où on a pu observer qu'il était potentiellement question de partager notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Bon, sans parler évidemment de l'Union européenne, on ne va pas revenir là-dessus, mais bon, je pense que toute la question du carcan européen a déjà été abordée précédemment. Et puis à côté de ces arguments, c'est-à-dire que la France est en déclin, on va nous expliquer que la France aussi, elle rayonne. Elle rayonne par son histoire, elle rayonne par sa culture. On a quand même un pouvoir décisionnel prépondérant au sein de l'ONU, puisqu'on est membre permanent au siège de sécurité de l'ONU. On est la plus grosse armée de l'Union européenne. Et puis, on est aussi leader dans certains secteurs économiques, le luxe, les armes, et puis bon, le tourisme. Donc, tous ces éléments nous laissent à penser que la France est tout à fait capable de mener le rapport de force sur la scène internationale. Et c'est la raison pour laquelle la première question que je vais poser à nos invités et que je vais ensuite présenter, c'est pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment de déclin alors que la France a l'air de disposer de toutes les qualités pour rayonner sur la scène internationale? Et donc pour en parler, on a avec nous Caroline Galacteros, qui est donc géopolitologue. Elle a enseigné la stratégie et l'éthique à l'école de guerre d'HEC. Elle dirige un cabinet de conseil et préside Géopragma, qui est un cercle de réflexion. Elle tient également le blog Bouger les lignes. Et elle vient de sortir un ouvrage vers un nouveau Yalta. Et je ne me rappelle plus de la maison d'édition, par contre. Sigest. Voilà. Sigest. On reçoit également Guillaume Bigot. Guillaume Bigot, qui est donc géopolitologue également, qui est directeur d'une école de commerce, membre des Orwelliens, chroniqueur pour BFM, pour Sud Radio, pour CNews, et surtout ancien conseiller de Pasqua et de Chevènement. Joachim Imad, qui est donc diplômé de Sciences Po, qui est le président de l'association critique de la raison européenne, qui est une association qui a pour but de promouvoir... Ça mérite déjà des applaudissements. Qui a pour but de promouvoir une critique de l'Union européenne. Donc c'est salutaire dans un débat public qui élude souvent cette question. Et donc vous essayez de penser à une alternative à l'Union européenne. Vous intervenez aussi dans Marianne, sur Polony TV ou Figaro Vox. Damien Lempereur, donc vous êtes avocat au barreau de Paris, diplômé de l'ESCP Europe et d'Assas. Vous essayez de promouvoir l'importance de redonner à la France son indépendance. Et cet engagement vous a conduit à suivre Nicolas Dupont-Aignan dès la création de Debout la France comme directeur stratégique et depuis 2017 comme porte-parole officiel. Et enfin, Geoffroy Géraud-Legros, vous êtes aussi journaliste. Vous êtes auteur de plusieurs travaux consacrés à la géographie réunionnaise. Vous êtes l'ancien co-coordinateur du programme d'outre-mer de la France Insoumise. Et puis, vous rédigez aussi des articles sur Marianne, j'ai pu voir. Donc, voilà. Je vais donner la parole en premier à Joachim Imad. Merci Carla pour ton introduction et merci à vous, chers amis, d'être restés malgré l'heure tardive et les nombreux débats auxquels vous avez déjà pu assister. Bon, alors mon propos liminaire va volontairement être assez général car on ne peut pas
réfléchir à la politique étrangère française sans penser le monde dans lequel elle se déploie et le moment historique dans lequel elle s'élabore. Or, ce moment historique est assez inquiétant. Pourquoi? Parce qu'il correspond à une normalisation de la parole française, à un déclin. La Grande Révolution, le Printemps des peuples de 1848, ou encore le discours de De Gaulle à Phnom Penh, devant 100 000 personnes venues entendre la voix de la France. Tout cela appartient à une ère révolue. La France ne représente plus qu'1% de la population mondiale et 3% du PIB mondial. Elle a été dépossédée de pans entiers de sa souveraineté, et pour intervenir dans un petit pays comme le Mali, elle ne peut se passer aujourd'hui d'une aide technique américaine. Son modèle, à savoir la démocratie libérale, est par ailleurs à bout de souffle. On est bien loin de sortir de la guerre froide quand Fukuyama parlait de la fin de l'histoire. Tout cela a évidemment des facteurs explicatifs très multiples, mais il y en a un sur lequel je vais notamment insister, qui est l'abaissement stratégique de la France et son renoncement à porter une voix indépendante dans les affaires du monde. Alors, il y a pourtant eu de très nombreuses occasions qu'on aurait pu saisir. Il aurait fallu, par exemple, au moment de la chute de l'URSS, s'affranchir de l'hégémonie intellectuelle et stratégique des États-Unis. Nous en avons malheureusement été incapables, tout comme nous n'avons pas su prendre acte de l'avènement d'un monde multipolaire. Alors certes, il y a eu le courageux refus d'intervenir en Irak en 2003, mais à l'exception de cet exemple, les élites diplomatiques françaises ont de façon quasi systématique tendu à s'aligner s'aligner stratégiquement sur les États-Unis. Et je pourrais citer de très nombreux exemples. L'intervention au Kosovo, évidemment, les révolutions de couleur, la première guerre du Golfe qui a totalement déstabilisé le Moyen-Orient, l'élargissement de l'OTAN à l'Est qui a été un désastre et qui a été fait à l'encontre des promesses que les Occidentaux avaient faites à Gorbatchev en 1989. Tous ces choix politiques n'ont fait que rendre le monde plus instable et ils ont terni la réputation de la France. Dans le même temps, les hauts fonctionnaires gaullistes du Quai d'Orsay ont petit à petit été éclipsés au profit de gens que l'on pourrait qualifier de néoconservateurs, que Hubert Védrine nomme la secte. Leur montée en puissance, comme l'explique Védrine, va de pair avec celle de la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement. Et l'arrivée de Bernard Kouchner à la tête du Quai d'Orsay, comme vous le savez, a très bien révélé cette rupture. Cela m'amène à évoquer un problème d'ordre idéologique, problème qui n'est d'ailleurs pas franco-français puisqu'il concerne plus globalement les Européens de l'Ouest. Ce problème correspond à une vision qui est beaucoup trop idéaliste des relations internationales et à un refus de se penser comme puissance. La lecture des Européens de l'Ouest souffre d'une confusion croissante entre les champs de la politique et de la morale, mais aussi d'une croyance naïve en une communauté internationale qui n'existe pas encore. Pour nos élites, les droits de l'homme sont l'horizon indépassable de notre temps, et il faut raisonner non pas en termes d'intérêt national, mais en termes de valeurs. Nos élites considèrent enfin que le marché, le doux commerce dont parlait Montesquieu, et le droit international suffisent à réguler la violence. Mais cela revient à s'aveugler sur les moteurs véritables de l'histoire. Celle-ci montre bien que ceux qui croient à la bonté des hommes et refusent de rentrer dans des rapports de force finissent toujours par devoir se soumettre à plus puissants qu'eux. Pascal disait d'ailleurs « La justice sans la force est impuissante ». Et Bismarck, après lui, ajoutait « La force prime le droit ». Mais cela, nous l'avons oublié. Les Européens de l'Ouest ont enfin voulu rejeter toute idée relative à la nation, et ce, à l'inverse de la quasi-totalité des grandes puissances du monde moderne, des États-Unis à la Chine ou même de la Russie qui s'est redressée après les années 90. Ces pays-là n'ont pas peur du réalisme, tandis que nous autres brillons par notre irénisme, notre idéalisme à géométrie variable. C'est cela qui a fait dire très justement, il y a peu, au député allemand Sigmar Gabriel, « Nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Et nous finirons par devenir des véganes, puis des proies. » Tout cela plaira peut-être à Émeric Caron et à ses amis, mais ça ne correspond pas vraiment, je pense, à la tradition française. C'est dans ce logiciel de pensée, donc, que baignent les Européens. Et il y a notamment une raison à cela, et cette raison, c'est l'emprise de la technostructure bruxelloise sur leur devenir politique. Dans ce contexte, l'Union européenne n'est certainement pas la solution à nos problèmes. Elle est au contraire à l'origine de notre impuissance, et ce depuis sa naissance. Elle incarne en effet le refus de la puissance, et une certaine culture du consensus, du compromis à tout prix. Tout ce contre quoi le juriste Carl Schmitt nous mettait en garde, lorsqu'il évoquait la neutralisation et la dépolitisation du monde. Alors Emmanuel Macron s'imagine qu'il peut réorienter l'UE dans une direction qui serait peut-être plus favorable à la France. Mais cela est impossible. Et l'UE, telle qu'elle est aujourd'hui, correspond exactement à ce pourquoi elle a été construite. Oui, Macron n'a pas tort lorsqu'il parle de la nécessité d'une Europe européenne ou lorsqu'il affirme que l'OTAN est dans un état de mort cérébrale. Mais ce ne sont que des mots.
Et ces mots tendent à nous aveugler sur une réalité inconfortable. Et la réalité, c'est celle-ci, c'est que par exemple, le traité de Lisbonne octroie un rôle direct à l'OTAN dans la protection, dans la sécurité des États membres de l'UE. Par ailleurs, on constate aujourd'hui que de très nombreux États européens comptent toujours sur les États-Unis pour assurer leur sécurité. Les États-Unis ne sont pas prêts de quitter militairement l'Europe. Je pense notamment aux pays d'Europe centrale, orientale, balkanique, aux pays baltes. Et c'est comme ça, il faut l'accepter, ça se comprend très bien d'ailleurs du point de vue de leur histoire. Mais tout cela montre qu'il n'existe pas un intérêt européen unique, et donc il ne peut pas y avoir une seule politique étrangère européenne. On l'avait d'ailleurs constaté en 2003 lorsque les Européens se sont déchirés sur la question de savoir s'il fallait intervenir ou non en Irak. Par ailleurs, Macron nous a beaucoup parlé récemment de la défense européenne. Mais si l'on regarde de façon plus précise les chantiers qu'il y a derrière l'idée d'Europe de la défense, on s'aperçoit que tous ces chantiers militaires s'inscrivent dans le cadre de l'OTAN. Je vous invite par exemple à regarder les 13 nouveaux projets de coopération structurée permanente qui ont été annoncés mardi par de nombreux ministres de la Défense européens, des pays européens. Tout comme l'Europe de la défense dont je viens de parler, l'idée de souveraineté européenne sur laquelle Macron pérore est également une escroquerie intellectuelle. Cette notion impliquerait l'existence d'un peuple unique, d'un peuple qui se donnerait ses propres lois. Or, les vieux États-nations européens ne veulent pas mourir, et on le voit aujourd'hui à travers la montée des mouvements populistes. Et l'Union européenne n'unit pas le continent, elle organise au contraire la guerre de chacun contre chacun, et elle génère de puissants mécanismes de polarisation, notamment en faveur de l'Allemagne, comme j'imagine Coralie Delhomme vous l'a dit dans la conférence de ce matin. L'Union européenne fait donc partie des raisons pour lesquelles l'Europe ne peut pas s'affirmer comme puissance sur la scène internationale. Pire encore, non seulement elle nuit à l'Europe, mais elle nuit également à l'autonomie française. Le grand jeu stratégique ne peut en effet pas être pensé séparément de la compétitivité, qu'elle soit économique, industrielle, technologique et commerciale. Tout cela est lié. Les traités européens, mais également les traités de libre-échange, nous privent de trop nombreuses marges de manœuvre économiques. Ils criminalisent le protectionnisme et rendent impossible toute véritable politique industrielle. Par ailleurs, les logiques d'austérité budgétaire et de privatisation, qui sont d'ailleurs inscrites dans le marbre des traités européens, nous désarment. Ils nous désarment face à la prédation de puissances étrangères. Et on l'a vu par exemple avec la vente, ou plutôt le vol, de la branche énergie d'Alstom par les Américains, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais ça pose, comme vous le savez, des tas de problèmes en matière d'autonomie stratégique, à commencer par les turbines de sous-marins nucléaires. L'exemple d'Alstom n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il est très révélateur, je crois, car il montre comment la dérégulation libérale, qui ne sort pas de nulle part, puisqu'elle correspond à des choix politiques impulsés par Bruxelles, et cette dérégulation libérale, elle ronge les bases de la puissance publique française. C'est de même puissance publique qui a longtemps fait notre force, car en France, c'est l'État qui a créé la nation. Pour conclure, je pourrais rejoindre l'analyse de Michel Houellebecq dans Sérotonine, lorsque celui-ci considère que le millénaire à venir est le millénaire de trop pour la France et pour l'Occident. Mais j'espère au contraire que la situation actuelle n'a rien d'inexorable. Je pense qu'il faut croire en la France et qu'il est de notre devoir, de toute façon, comme Gramsci nous l'invitait, d'allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Alors, pour que vous ne sortiez pas trop abattus de ce débat, je vais laisser le soin à mes éminents collègues de donner quelques pistes pour que la France, peut-être, se relève et renoue avec la chaîne des temps. Merci. Je vais laisser la parole à Damien Lempereur qui aura peut-être quelques pistes. Je ne te remercie pas parce que tu me mets la pression. Tout d'abord, merci à Đorđe Kuzmanović de m'avoir invité. Je crois que la notion de rassemblement et la présence d'un membre de Debout la France à cet événement est à mon sens très symbolique de ce que doit être le rassemblement des souverainistes, des deux rives, qui nous permettra, je l'espère, un jour une victoire politique, puisque nous sommes en train de gagner la bataille des idées grâce à des jeunes comme Imad, qui sont capables de faire des exposés aussi brillants. Et le prochain enjeu, je pense, est de gagner la bataille politique. Et j'espère que République souveraine prendra sa part, et j'en suis certain, pour nous amener jusqu'à la victoire et la reprise du pouvoir. Đorđe Kuzmanović m'avait demandé en fait de vous parler un petit peu de l'OTAN. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste des questions de défense, à tout le moins je pense qu'il y a de meilleurs spécialistes que moi dans la salle, mais comme gaulliste, ou en tout cas comme quelqu'un qui voit le général de Gaulle comme un modèle de l'action politique, un symbole de ce que devrait être l'action politique conduite par tout homme politique. Bien entendu, l'OTAN évoque chez moi
quelques réactions. Et je crois effectivement que la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, décidée par le général de Gaulle, quelques mois après qu'il ait remporté les élections au suffrage universel direct, en mars 66, c'était une nouvelle occasion pour le général de Gaulle de montrer aux Français à quel point l'indépendance nationale, y compris en matière de défense, était primordiale, était intéressante et surtout, dans une certaine pédagogie qui était propre au général de Gaulle, d'expliquer aux Français les bénéfices de cette indépendance nationale dont tu parlais. Parce qu'en effet, lorsqu'il a annoncé la sortie du commandement militaire intégré en 1966, le général de Gaulle ne niait absolument pas, dans un contexte de guerre froide et d'opposition des deux blocs, l'Est et l'Ouest, il ne niait absolument pas la réalité d'un péril, peut-être, à l'Est, d'un danger, y compris pour la France. Il ne niait pas non plus le fait que les États-Unis étaient un allié historique et très important de notre pays, mais il a rappelé que les conditions et l'évolution de la situation depuis 1949 faisaient en sorte que la France devait reprendre sa liberté, devait sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, afin de retrouver une liberté de manœuvre, une marge de manœuvre et une indépendance qui le pouvait mettre au service de la coopération et de la paix. Et finalement, cette sortie de l'OTAN, du commandement militaire intégré, a été en quelque sorte le pivot de plusieurs grands gestes accomplis par le général de Gaulle, qui ont été rendus possibles par cette sortie. Tu parlais du discours de Phnom Penh au Vietnam, où le général de Gaulle a, je crois, très clairement expliqué qu'il n'y aurait pas de sortie militaire, qu'il n'y aurait pas de solution militaire au conflit. En 1966, on peut se souvenir aussi de son discours à Moscou, où il a parlé en Union soviétique, il a parlé au-delà de l'Union soviétique, il a parlé aux Russes, et il a parlé de la nécessité de se donner la main. On peut aussi penser en 1967 au discours de Québec, Vive le Québec libre. Et donc, de manière générale, plusieurs actions dans la même chronologie que la sortie de l'OTAN, qui ont permis au général de Gaulle de rappeler à quel point c'était indépendant d'être indépendant d'un point de vue militaire. Pourquoi ? Parce que l'indépendance militaire, c'est par exemple ce qui va permettre de se concentrer sur des recherches technologiques qui vont ensuite aboutir et être transportées dans le domaine civil. Et les années 70 ont été un très bon exemple. L'indépendance militaire et l'idée que des soldats français sont prêts à se sacrifier pour notre pays, c'est aussi un facteur de cohésion nationale, je crois, un facteur de cohésion nationale et donc ensuite d'assimilation. Donc on retrouve aussi une importance finalement d'être maître de son destin, y compris d'un point de vue militaire, c'est peut-être un facteur de cohésion nationale. Donc on retrouve les sujets dont vous avez parlé dans la matinée, que ce soit la réindustrialisation de la France, plus facile lorsqu'on est indépendant militairement, la question de l'islamisation qui a été abordée, je crois, la question plus largement de l'immigration, le fait d'avoir une armée qui produit de la cohésion nationale, il y avait le service militaire. Ce sont des éléments qui finalement sont, je crois, très vertueux dans la construction d'une communauté nationale, dans la construction d'un lien entre des individus qui finalement n'ont pas toujours en commun des individus qu'il est plus facile de diviser que de rassembler. Et je pense que d'être indépendant permet, par l'exemple, le général de Gaulle l'a très bien fait, d'être un facteur de lien. Bon, et cette problématique des années 70, elle est, je crois, très, très contemporaine. On l'a bien vu avec la Turquie. L'OTAN, c'est aussi l'article 5. C'est l'idée en substance que si un pays membre de l'Alliance nord-atlantique est attaqué, les alliés doivent l'aider. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, toutes les guerres de la Turquie soient les guerres de la France. Et on l'a bien vu, je suis même sûr du contraire. Et on l'a bien vu là avec la situation en Syrie. Et donc cette indépendance est toujours d'actualité, jusqu'à ce que Emmanuel Macron lui-même soit obligé de le reconnaître. Tu le rappelais, lorsqu'il parle de mort cérébrale, je crois, pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Sauf que le problème avec Emmanuel Macron, comme souvent, c'est qu'il y a un grand décalage entre les actes et le discours, en tout cas entre la communication et la réalité de son action. On l'a vu aussi sur la Russie, lorsqu'on lui demande mais pourquoi vous ne levez pas les sanctions qui sont finalement très contre-productives et qui font plus de mal à notre pays qu'aux Russes, où le président de la République a été jusqu'à expliquer qu'il y avait en France un deep state, c'est-à-dire un État profond qui l'empêchait
de prendre les mesures que peut-être il aimerait prendre, ou en tout cas qui sont conformes à son discours. Je ne sais pas si on réalise la gravité de la situation. On est tellement peu indépendant aujourd'hui, donc l'OTAN est un des éléments et tu as parlé de l'Union européenne, on est tellement peu indépendant que le président de la République vous explique que même s'il pense quelque chose, il ne peut pas le mettre en œuvre. Parce qu'il y a un État profond, il y a une technocratie, peut-être une oligarchie, qui l'empêche finalement de mettre en œuvre des volontés politiques. Et je crois que là, la question du déclin ne se pose même plus. Quand vous avez le représentant élu au suffrage universel de tous les Français, qui lui-même vous avoue que finalement il n'a pas le pouvoir, qu'il n'a pas le pouvoir de lutter contre des choix qui ne sont pas pris de façon démocratique, c'est qu'on est d'une part sur le déclin et qu'on n'est même plus en réalité en démocratie. Donc, l'indépendance nationale, à travers l'exemple de l'OTAN, on voit bien son importance. Et derrière, on voit aussi l'importance de ce que je vous disais en introduction. Si même le président élu n'est pas capable d'imposer ses choix, ou en tout cas n'est pas capable de répondre à la volonté de la majorité de la population, la seule solution finalement pour reprendre le pouvoir et pour reprendre nos leviers politiques, ça va être à la base de se rassembler, et donc de sortir du système de diversion qui est organisé à la fois par les médias et par certains intérêts et qui conduit les Français à se diviser. Et il va falloir se rassembler parce qu'en réalité, nous sommes majoritaires dans le pays. Nous sommes, je pense, une majorité de compatriotes à penser ça sur l'OTAN, sur l'indépendance nationale, à penser la même chose sur l'Union européenne et sur la nocivité des traités actuels, des institutions européennes, à penser la même chose sur les politiques économiques qui sont menées, que ce soit à droite et à gauche. Et malheureusement, cette majorité de Français n'a pas conscience qu'elle est majoritaire. Parce qu'elle tombe, et ce n'est pas sa faute, mais elle tombe dans tous les pièges du système, dans toutes les diversions médiatiques. Et l'élan des Gilets jaunes en était un des meilleurs exemples, puisqu'on a bien vu que le pouvoir a été capable de très très vite briser un mouvement qui avait une vocation majoritaire pour finalement le cornériser et effectuer des amalgames ici avec les casseurs, ici avec les extrémistes de tous bords. C'est pour ça, je crois, que les démarches telles que celles qui sont entreprises par Đorđe Kosmanović sont très importantes, car je suis convaincu que la reprise du pouvoir ne se fera pas simplement par l'élection d'un tel ou d'un tel, elle se fera vraiment par une prise de conscience collective, par-delà les clivages, et notamment le clivage politique. Il faut dépasser aujourd'hui les clivages partisans, une prise de conscience d'une majorité de Français qu'une politique différente est possible, et là c'est encore quelque chose de très gaulliste, mais qu'une autre voie est possible, et que si nous sommes rassemblés, nous pourrons reprendre le pouvoir pour rétablir un par un tous ces leviers d'indépendance qui ont été abordés tout au long de cette journée. Donc merci à Đorđe Kosmanović et merci à vous tous de République Solidaire pour votre travail. République souveraine. Et solidaire sûrement, oui. Bon, alors, moi aussi je suis très heureuse d'être ici, évidemment. Bonsoir à tous et bravo pour votre ténacité, parce que l'heure avance. Alors, je suis venue d'abord par amitié pour Đorđe Kosmanović, et aussi parce que ce thème de la reconquête de la souveraineté est évidemment tellement central. Souveraineté intérieure, souveraineté extérieure, qui sont d'ailleurs tout à fait liées l'une à l'autre. Il y a eu des tables rondes, j'ai pas pu assister ce matin, mais une table ronde très intéressante, évidemment, sur notre souveraineté industrielle. Et aussi toutes les contradictions et tous les apparents paradoxes dont il faut se débarrasser pour essayer de reprendre les choses dans le bon sens. Nos deux premiers, Joachim Imad et Damien Lempereur, ont parlé de quelque chose de très important au début de cette table ronde, puisqu'elle est plus orientée sur les questions géopolitiques. C'est finalement cette notion de liberté. Votre question, Carla, c'était nous avons des atouts, il nous reste tant de choses, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vouloir la souveraineté et à la mettre en œuvre? Ça n'est quand même pas si compliqué. Et l'un et l'autre, vous avez parlé à votre manière du général de Gaulle. Qu'avait le général de Gaulle d'extraordinaire? Certes, c'était un politique dans l'âme, mais c'était aussi un chef militaire. Il avait donc un mode de raisonnement, il l'a toujours gardé, qui était celui d'un chef militaire, c'est-à-dire de quelqu'un qui pratique la stratégie.
bien sûr, il la décline en tactique, mais il pratique la stratégie. Or, qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Qui parle? Il pratique la stratégie, et donc, la stratégie, ça commence par quoi? Par la définition d'une intention, d'un objectif, d'un effet final recherché. C'est tout bête, voilà, c'est simple, clair. Or, effectivement, dans la précédente table ronde, on l'a dit aussi, on ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus ce qu'on veut. Donc, on peut bien parler... on se défausse sur l'Europe, on se défausse sur l'OTAN, on se défausse sur l'Amérique, on se défausse sur le monde qui ne va plus, on se défausse sur la mort cérébrale des uns et des autres. Personnellement, je ne pense pas que l'OTAN soit en état de mort cérébrale, mais alors pas du tout. C'est un vœu pieux, c'est très joli, c'est Boucle d'or et les 3 ours, mais non. L'OTAN va assez bien, en fait. Simplement, le nouveau président américain nous a un peu mis au prix, comme on dit, c'est-à-dire, en gros, vous payez pour que je continue à vous contrôler, ou bien ça va mal se passer. Voilà. Et ça doit effectivement nous pousser, sans doute, à prendre certaines décisions. Alors, ça, c'était mon propos liminaire que je n'ai absolument pas écrit, évidemment. Alors, moi, je voulais vous dire qu'en fait, si on part de l'état présent du problème, pourquoi est-ce que... Bon, l'état présent du problème, c'est quand même un fiasco stratégique, diplomatique, dans nos interventions, dans nos paroles, dans notre parole diplomatique à l'échelle du monde et sur tous les théâtres sur lesquels nos armées et nos diplomates prétendent intervenir. On n'est plus cru, on n'est plus entendu et on n'est pas pris au sérieux du tout. Bon, c'est valable au Moyen-Orient, c'est valable en Asie, c'est valable en Europe, évidemment. Alors, on dit, et je ne peux que m'en réjouir, oui, la France doit redevenir ce qu'elle était pendant la guerre froide, une puissance médiatrice, une puissance d'équilibre, c'est sûr. Sauf que ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Il faut être pris au sérieux par les gens entre lesquels on prétend agir, être utile, déconflicter, comme on dit. Bon. Et pour être crédible, que faut-il faire? 1, il faut être fiable. 2, il faut être respecté. Or, nous sommes dans un état de tel renoncement à nous-mêmes, et c'est toute la problématique de l'indépendance, qu'on n'est absolument pas respecté. C'est tout simple. Donc, comment faire? Moi, je crois que notre problème, il n'est pas objectif, puisque nous avons encore beaucoup d'atouts. Il est complètement subjectif. C'est un problème de confiance en nous et c'est essentiellement un problème de courage. Voilà, de courage politique, de courage diplomatique, de courage industriel, de courage du fait d'être cohérent. Je reviens encore à des notions un peu militaires, en tout cas bien appliquées dans le monde militaire, parce que sinon c'est la mort au bout du chemin. Donc nous, évidemment, comme on ne meurt pas tout de suite, on a l'impression qu'on peut être indéfiniment incohérent, inconséquent. Ça se voit en matière, évidemment, de lutte contre l'islamisme, ça se voit dans plein de domaines, et ça se voit sur beaucoup de théâtres internationaux. Donc, comment faire pour être cohérent et pour retrouver cette liberté? Je crois que ça tient en un mot, ou en 2, peut-être, le courage et le devoir de désobéissance. Il faut que nous apprenions à désobéir. Alors, à l'échelle européenne, j'appelle ça sortir de l'enfance stratégique, mais encore une fois, l'échelle européenne, c'est une défausse. C'est-à-dire qu'on ne sera fort en Europe qu'à partir de la redéfinition par chacun des États européens, et un certain nombre d'entre eux le font, de nos intérêts nationaux, chose qu'on ne fait plus, parce que nous, on se trouve trop petit pour agir tout seul, mais trop grand aussi pour avoir une petite politique un peu plus nerveuse sur la question de nos intérêts nationaux. Donc, on est dans un entre-deux qui nous tue vis-à-vis de nous-mêmes, qui nous tue, j'allais dire, profondément, intérieurement, qui nous mine, qui nous déprime, et qui, vers l'extérieur, nous rend, alors au plus séduisant, arrogant, plein de panache et tout ce qu'on veut, et au pire, assez ridicule. Parce que le monde, lui, il ne nous a pas attendus. Donc,
puisque nos deux premiers interlocuteurs ont dit tout un tas de choses fort brillamment, mais qui effectivement pourraient vous conduire à un peu de déprime aussi, bon, sur que faire, comment faire, dans quelle étagère, enfin bref. Bon, moi, je pense qu'il faut refonder complètement notre politique étrangère. Ça n'est pas si difficile. D'abord, il y a des choses qu'on faisait fort bien et qu'on devrait refaire. Il faut en finir avec la repentance, l'inhibition, les tabous, les machins, tout ça. C'est du pain béni pour nos concurrents géopolitiques. Il faut se demander ce qu'on veut être déjà en Europe, mais je ne parle pas de l'Union européenne, sur le continent eurasiatique. Donc il faut trouver la bonne dimension. Il faut voir grand, il faut voir large, ce qu'on ne fait pas. Actuellement, on nous explique, ah ben alors vous voulez sortir de l'organisation intégrée militaire de l'OTAN, mais ça veut dire que vous êtes donc anti-américain, que vous refusez l'alliance avec l'Amérique, enfin c'est un scandale, mais c'est pas possible. Ah mais alors vous êtes pro-russe, vous allez vous jeter dans les bras de la Russie, ou alors vous allez vous jeter dans les bras de la Chine. Mais ni l'un ni l'autre, mon général, ni l'un ni l'autre. On est juste nous-mêmes, on cherche une place qui soit la nôtre, où on puisse être utile, et où on peut être tout à fait utile précisément parce qu'on est libre. Parce que les esclaves, voilà, on les exploite. C'est tout ce qu'on fait. On les méprise souverainement et on les exploite. Et c'est bien ce qui nous arrive. Et c'est bien ce que Donald Trump explique sans phare. Ses prédécesseurs prenaient des gants, ben lui, il les a enlevés. Voilà, bon, c'est tout. Mais il n'y a rien de fondamentalement nouveau sous le soleil américain, quand même. Dans la politique américaine, pour moi, je ne vois pas beaucoup de changements depuis au moins 30 ans. Donc, il y a des fondamentaux géopolitiques. Il faut retrouver les nôtres. Et donc, il faut, pour moi, concevoir notre politique étrangère à l'échelle eurasiatique, c'est-à-dire de Lisbonne à Vladivostok. Et c'est là que nous pouvons avoir une masse stratégique. Il faut se rendre compte, évidemment, que dans ce cadre, la relation avec la Russie doit être totalement repensée. Et j'espère que la dernière inflexion présidentielle sera plus qu'une inflexion, c'est-à-dire sera le début d'un petit tournant. Je suis un peu légitimiste de nature, donc why not, hein, si vraiment ça marche. Il est vrai que la secte n'est pas une utopie, la secte existe. Le deep state, évidemment, comme dans tous les États qui ont eu une histoire, existe aussi, et que tout ça, ça demande sacré nettoyage, des écuries d'Augias. Et moi, j'en ai vu quand même un certain nombre à l'œuvre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail en interne à faire pour ranimer aussi la flamme patriotique sur toute la technostructure française et la réveiller, parce que c'est l'heure du retour des États. C'est l'heure du retour des intérêts nationaux, c'est l'heure du retour des politiques de puissance et d'influence totalement assumées et sans tabou. Et si nous persistons à ne pas vouloir voir ça, mais nous sommes morts. Ce qui nous attend, c'est la double dévoration, la vente par appartement. Ça a commencé, bien sûr, ça fait déjà des années, mais ce sera le cas avec la Chine, ce sera le cas avec naturellement les Américains, avec ce qu'on vous a bien décrit, qui est la lawfare, c'est-à-dire l'utilisation des lois et des règles pour déconstruire et casser complètement la souveraineté ou ce qu'il en reste dans les États cibles et dans les États qui sont intéressants industriellement mais pas seulement. Donc il faut revenir à cette dimension asiatique. Il faut évidemment avoir le courage, c'est pas si compliqué, de lever les sanctions avec la Russie, de refuser. C'est-à-dire, il faut aller au choc. Ça va être très douloureux. Nous aurons des tas de pressions, des tas d'intimidations, mais nous allons faire des émules. Et si on prétend vraiment devenir, si la France prétend vraiment, et je suis la première d'accord, devenir une puissance qui compte en Europe et dans le monde, il n'y a pas autre chose à faire. On ne va pas nous donner une couronne pour le plaisir. Il faut la conquérir. Donc il faut entraîner. Et pour entraîner, il faut oser être plus courageux que les autres au départ. Voilà. Voilà ce que je vous dirais. Après, je pense que dans le débat, nous aurons... Mais la dimension eurasiatique est la bonne. Et là, nous voyons bien que la Russie est la dernière... comment dirais-je, le limès, enfin la dernière protection vis-à-vis de la Chine,
que c'est avec elle qu'on peut faire masse critique. Ça ne veut pas dire, encore une fois, nouer des alliances. Ça ne veut pas dire ignorer l'Amérique une fois pour toutes. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est de redevenir nous-mêmes, de repartir de l'intérêt national et de redéfinir toutes les alliances, tous les partenariats stratégiques en fonction de nous, pas en fonction de ce qu'on attend de nous ou de ce qu'on veut de nous. Mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà. Donc, je vous ai fait une chose très décousue. J'ai, comme d'habitude, pas dit la moitié de ce que j'avais écrit. Mais ce n'est pas grave. J'espère que nous aurons l'occasion d'aborder d'autres points. Alors, je vais essayer de faire un décousu aussi cousu main que celui de Caroline, mais avec laquelle je suis complètement, évidemment, en phase. Au risque de vous surprendre, bien sûr que non. Sauf peut-être on va revenir peut-être sur la notion d'Eurasie. Je crois que la France, si elle redevient elle-même, elle va constater qu'elle est mondiale et qu'elle reste mondiale. Elle est mondiale d'abord parce qu'on sur le continent américain, dans la Caraïbe et en Guyane, il y a 1 million de Français, je vous signale. Je ne parle pas de nos cousins au Québec, je parle de la présence de Français, de citoyens français, et que si vous allez de l'autre côté du monde, entre l'océan Indien, avec la Réunion, on va en parler, la Nouvelle-Calédonie et tous les territoires français, vous avez non seulement le 2e domaine maritime du monde, mais vous avez 1 autre million de Français. Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous pouvez considérer qu'il n'y a aucun autre avenir pour la France que de subventionner Mercedes à coups de millions de chômeurs, qu'il n'y a aucun autre avenir pour la France de verser 55 milliards d'intérêts de la dette. 55 milliards, est-ce que vous savez combien ça fait de porte-avions ? Un porte-avions, c'est 3 milliards, d'accord ? Faites le calcul. Donc c'est uniquement les intérêts d'une dette dont tout le monde sait parfaitement qu'elle ne sera jamais remboursée. Donc c'est de l'argent parti en fumée. Alors évidemment, si vous restez dans ce carcan mental, qui est ô combien mortifère, c'est totalement dépressif. Et il faut reprendre la question, je pense, de Carla, qui est excellente, c'est-à-dire pourquoi finalement il y a cette distance qu'on sent entre ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que les autres pensent de nous-mêmes, les autres nations, les autres pays du monde. Souvenez-vous, au lendemain de Charlie, on s'est trouvé pas si vilain dans ce miroir. Il y a sur les réseaux sociaux qui avait circulé une formulation qui ressemblait à celle de Woody Allen. Si la France n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il y avait un lecteur ou une lectrice d'ailleurs du Washington Post qui disait mais finalement ce que les fanatiques détestent, c'est exactement tout ce que vous représentez, vous autres Français, et nos dirigeants qui passent leur vie à faire des selfies à Washington et à se regarder à l'intérieur de leur monde mental américain étaient très surpris de constater que le monde entier finalement n'avait pas oublié la France, ce qu'était la France. Et donc, je pense que c'est une maladie nerveuse, c'est sûr. Et pourquoi ça nous paraît si curieux ? Parce qu'en fait, on a oublié que les peuples sont des additions d'individus. Or, vous voyez bien que c'est pas la même chose. Vous pouvez, en tant qu'individu, moi j'ai eu un grand chagrin d'amour quand la France a gagné en 98. Je m'en souviens très bien. C'était une liesse populaire formidable, mais moi j'étais très triste. Donc vous pouvez, évidemment, il peut y avoir une joie collective et une tristesse individuelle. C'est pas synchronisé. Mais comme les peuples sont des additions d'individus, les peuples sont aussi affectifs que les individus. Et donc, les individus peuvent être déprimés et les peuples peuvent être déprimés. Alors, pourquoi sommes-nous déprimés ? On est déprimés parce que, pour une autre dimension, on en parlait avec Carla tout à l'heure, c'est parce qu'il y a dans l'être humain des instincts qui, par l'idéologie actuelle, sont puissamment niés. Ces instincts puissamment niés, c'est par exemple l'instinct territorial. Mais il y a un autre instinct qui est puissamment lié, c'est l'instinct hiérarchique. En fait, moi, j'ai travaillé, par exemple, pour Jean-Pierre Chevènement. Je peux vous assurer que de temps en temps, je fermais les yeux, j'écoutais Jean-Pierre et j'entendais François Mitterrand. Il y a un mimétisme formidable du mammifère humain et le chef, en fait, donne le ton et il y a un phénomène extraordinairement mimétique et hiérarchique. Donc, quand vous avez une classe dirigeante qui considère que l'avenir de la France, c'est 4 planches et des clous, comment voulez-vous que le peuple français derrière se sente optimiste ? C'est totalement insensé et impensable. C'est d'autant plus vrai que finalement, je veux dire, oui, mais il n'y a pas que des européistes, parce que cette idée d'Europe, il faut y revenir.
outre le fait qu'elle ne marche pas. On ne va pas s'intéresser trop à cette question européenne. D'abord, je pense qu'il faut la passer par pertes et profits, comme la ligne Maginot, comme l'Algérie française et autres billevesées et folies que la classe dirigeante française a pu charrier dans son histoire, et classe dirigeante qui d'ailleurs a été jusqu'à perdre son propre pouvoir. La ligne Maginot, la classe dirigeante de la Troisième République s'est effondrée. L'Algérie française, la classe dirigeante de la Quatrième République s'est effondrée. Donc en général, les classes dirigeantes, c'est une loi de l'histoire, préfèrent mourir sur place, mourir et rester sur le Titanic plutôt que de lâcher ses totems et ses tabous. Il en ira de même avec l'Union européenne. Il en ira de même. Si vous avez des drapeaux européens, gardez-les. Chez les brocanteurs, demain, ça vaudra très cher. Charles de Gaulle a dit la Russie va boire l'Union soviétique comme l'eau du boulevard. Eh bien, on peut dire franchement que les nations européennes vont boire l'Union européenne comme l'eau du buvard, c'est une certitude. Mais au-delà de cette... il faut creuser cette question de l'Union européenne sur juste l'aspect subjectif. C'est qu'en réalité, c'est le dernier discours de François Mitterrand, au Bundestag, le Rosebud de Mitterrand, où il livre finalement la clé de son engagement politique. Il dit « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». Si vous ne pouvez plus projeter votre destin collectif de peuple sur l'avenir, vous n'avez donc plus d'avenir. Alors si vous auriez un avenir à travers une métempsychose, à travers une transformation de la France dans un grand tout qui fait penser quand même à une sorte plutôt d'alchimie à l'envers. On passerait de l'or à une espèce de plomb, on passerait d'une nation, d'un État-nation qui certes n'a pas toutes les qualités du monde, mais enfin, qui est peut-être d'ailleurs le premier État-nation du monde, je vous le rappelle. La France est quand même l'inventeur de l'État-nation, quelque chose qui a existé pour la première fois dans l'histoire entre la cité et l'empire. Il n'y avait jamais eu la tribu, bien sûr. Tribu, cité, empire, c'était les formules historiques qui avaient existé politiques, et la France a inventé cet État-nation. Et il a fait le tour du monde depuis. Eh bien, notre classe dirigeante ne croit plus que l'État-nation français puisse survivre à l'ère de l'algorithme, à l'ère de la mondialisation, à l'ère de la Chine et à l'ère de l'Union soviétique, de la Russie. Pardon, ma langue est fourchée. Oui, évidemment, c'est ce que racontait Malraux dans son superbe discours. C'est maquis que la Gestapo ne trouvera jamais puisqu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Alors la mondialisation, les multinationales, les algorithmes ne croient qu'à la taille, ne croient qu'à la masse. Mais est-ce qu'ils ont raison de croire à la taille et à la masse ? Non, en fait, pas vraiment, pour une raison simple, c'est que cette puissance dont on parle, puissance géopolitique, ça ne peut être qu'une notion relative. Forcément, ça n'a pas de sens de dire la France, c'est le 53e territoire du monde ou la 42e population du monde. Même d'ailleurs, je tombe dans ce que je dénonce, j'ai dit le 2e domaine maritime du monde. Pour appréhender la notion d'une puissance, il faut absolument que cette puissance soit comparée aux autres, et deuxièmement, que cette puissance soit, en fait, agrège des facteurs de puissance différents. Le facteur culturel est un facteur. Or, on a une bonne gueule ou pas, on a une cote d'amour ou pas, la France, elle est séduisante, et elle reste extrêmement séduisante. Si vous ne me croyez pas, allez demander à LVMH si la France n'est pas séduisante. Les seules industries françaises qui mettent en avant la France dans leurs produits ont conquis le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres du commerce extérieur français. Or, la France, elle exerce toujours, qu'on le veuille ou non nous-mêmes, cet effet de fascination. Mais de plus, il y a 700 millions de gens demain qui parleront français. Alors je veux bien qu'il faille absolument faire un pays commun avec les Lettons, je l'entends bien. Moi, personnellement, je n'ai rien à faire avec les Lettons. Les Maliens parlent français. Il y aura 700 millions de gens en Afrique qui ont besoin de tout, qui parleront français demain. C'est ça la réalité. Revenons au réel. Donc pour sortir de la dépression, il faut sortir de la tête de nos classes dirigeantes, bien sûr, qui se trompent lourdement. Et il faut également revenir au réel. Et si cette idée que la France est trop petite maintenant pour compter est une idée extrêmement dépressive avec l'idée de l'Union européenne, nous autres souverainistes, nous tombons également dans ce piège, puisque ce que nous proposons, regardez le Made in France, j'aime beaucoup Arnaud Montebourg, mais enfin, produire quelques chaussettes et quelques slips, est-ce que c'est vraiment l'avenir de ce qui est aujourd'hui objectivement, je reviens sur la notion relative de puissance, la troisième encore,
ou la 4e puissance du monde. Parce que si la culture est importante, si la langue est importante, l'économie l'est aussi. Et en économie, on reste quand même dans les 4 ou 5 premières puissances du monde. La France est toute petite par la taille et par le territoire, mais elle produit autant que l'Inde. Les Français exportent plus que les Californiens. Ce sont des faits, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, que ça cadre ou non avec les délires des classes dirigeantes. Ce sont des faits. Enfin, vous avez le facteur crucial en matière de puissance qui est le facteur militaire. Là aussi, regardons les choses telles qu'elles sont. Depuis 1945, la seule nation du monde dont les armées se sont battues sans arrêt depuis 1945, c'est la France. Il y a eu systématiquement entre 10 et 10 000 morts chaque année, d'ailleurs, gens qui ont payé de leur vie l'engagement au service de la France. C'est l'une des armées les plus aguerries du monde. Hollywood nous vend les Delta Force, mais est-ce que vous savez qui a fabriqué les Delta Force, qui a entraîné les Delta Force? Il me l'a raconté, c'est Christian Proutot, le fondateur du GIGN. La force française militaire est une force considérable. Ce n'est pas seulement celle des commandos. L'arme absolue sur Terre, ça s'appelle le sous-marin nucléaire, lanceur d'engins à propulsion nucléaire. Il y a 3 pays dans le monde qui savent le fabriquer. Nous sommes l'un de ces 3 pays. C'est une arme absolument indétectable et c'est une arme qui offre une assurance vie totale. Dans toutes les dimensions de la puissance militaire, la France est présente. Elle a encore une industrie d'armement considérable. Je vous invite à considérer la réalité des choses et de sortir de la cervelle malade de nos dirigeants. La France est objectivement encore l'un des 3 ou des 4 pays dans le monde qui compte le plus. Alors vous allez me dire, oui, mais la puissance écrasante des États-Unis, qu'en faites-vous? La puissance écrasante de la Chine, qu'en faites-vous? Mais précisément, la puissance écrasante de la Chine et des États-Unis, d'une part, s'opposent l'une à l'autre, mais de manière assez extraordinaire, elle ouvre un boulevard à l'ambition française, à condition que cette ambition se déploie à l'échelle globale, à l'échelle du monde. Ce n'est pas par idéalisme, c'est parce qu'il y a un besoin extrêmement puissant dans le monde de la France. Il faut sortir d'une séquence où il faudrait à tout prix globaliser la France. Il est temps, et plus que temps, si vous voulez redresser votre nation, de lui redonner un but. Et ce but ne peut être que de franciser la globalisation. Si vous ne me croyez pas, demandez-vous si dans le monde de demain, il est possible qu'il y ait un vieillissement mondial. Ce vieillissement a déjà démarré. Dans des pays comme l'Algérie, le taux de fécondité s'est littéralement écroulé. Il n'y a que dans quelques régions d'Afrique noire qu'il y a encore 5 ou 6 enfants par femme. La transition démographique ne s'est pas arrêtée à 2 enfants par femme, elle a été beaucoup plus loin. Si nous savons, et si les historiens savent ce qu'est le poids d'un rajeunissement soudain de la population, ça enclenche des révolutions et des guerres. Nul ne sait encore ce qu'est et ce que va représenter pour l'humanité dans son ensemble le vieillissement d'une population. Le vieillissement d'une population tel qu'il est engagé de manière certaine et irrévocable en Allemagne, par exemple. Vous avez 500 000 Allemands de moins chaque année. Entre parenthèses, il y a 500 000 Français de plus chaque année. Vous voyez bien que nos dirigeants ne savent pas calculer. Le poids du vieillissement de la population sur l'avenir et le destin de l'humanité sera terrible. La France, à travers sa politique de natalité, à travers la politique de crèche, à travers tout ce que ce gouvernement débile est en train de détruire, la France détient des solutions qui sont des solutions applicables au monde entier. Si le monde entier n'applique pas nos solutions, le monde entier risque de rentrer dans une phase boule de neige, de déclin à la fois démographique et économique très grave. Est-ce que la solution très originale que la France a trouvée, qui n'est pas la laïcité de 1905, c'est la sortie des guerres de religion? Cuius ego eius religio, c'est-à-dire à chaque prince sa religion, c'était la sortie des guerres de religion en Europe et notamment en Allemagne, où, vous le savez, ceux qui n'étaient pas protestants ont quitté des territoires qui étaient contrôlés par des villes protestantes ou par des seigneurs protestants, et à l'inverse, les catholiques ont rallié des princes catholiques ou des villes catholiques. C'est comme ça que les guerres de religion sont arrêtées en Europe. Enfin, plus ou moins. En France, la solution était très différente. Je ne sais pas, probablement la parole d'Henri IV, « Paris vaut bien une messe », était apocryphe. Mais l'idée n'est pas apocryphe. L'idée, c'est qu'on peut être un bon sujet du roi de France si on est protestant. Et donc, cette idée fantastique de délier la légitimité politique et la croyance religieuse
Est-ce que oui ou non, ce n'est pas la seule solution, par exemple, pour que l'Afrique ne sombre pas dans un carnage qui sera probablement un carnage pluriséculaire? Arrêtez de penser que la France n'a pas de solution. La France a les solutions. Et de manière assez providentielle, depuis plusieurs siècles, la France n'a jamais été aussi bien placée pour influencer le monde. Et le monde n'a jamais eu autant besoin de la France. On pourrait multiplier les exemples. L'équilibre entre le modèle chinois, qui est un modèle écrasant collectiviste, et le modèle américain, qui est un modèle hyper individualiste et hyper marchand, l'équilibre entre les deux, nous l'avons inventé. Donc, il y a bien sûr des défis considérables devant nous. Il y a bien sûr à reconquérir notre destin, reprendre notre destin en main. Mais je veux terminer par une anecdote qui m'a été rapportée. Je crois qu'elle doit être aussi dans des biographies du général de Gaulle. En juillet 1940, sous les bombardements très intenses à Londres, le peu de personnages, ceux que plus tard Leclerc appellera les clochards épiques, des gens vraiment en rupture de banc étaient autour du général de Gaulle, et le général de Gaulle les a regardés avec une sorte d'air de pachyderme triste qu'il avait, et il a dit « Oh, je vous admire ». Ils lui ont dit « Mais attendez, mais c'est nous qui vous admirons, c'est nous qui vous avons suivi ». Il dit « Non, parce que moi je sais que nous avons déjà gagné ». Merci. Bravo. Oui. C'est bon. Bien. En l'absence de micro dans les mains de notre ordonnatrice des débats, je vais donc me passer la parole à moi-même. Voilà, non pas pour conclure, puisque mon propos sera un propos plutôt ciblé géopolitiquement, plutôt qu'un propos généraliste comme ceux que nous venons d'entendre. Et d'ailleurs, je remercie le dernier orateur qui nous a fourni un propos très roboratif, de manière à mettre un peu de vent dans les voiles pour conclure. Voilà, c'est pour conclure, terminer en tout cas cet entretien. Alors, la question que posait mademoiselle Costantini au début, qui est l'apparent paradoxe selon lequel nous semblons avoir les moyens de la puissance et nous ne les exerçons pas et nous ressentons l'angoisse du déclin. Cette question, elle trouve son illustration, me semble-t-il, dans la politique, ou plutôt dans la non-politique indiano-océanique de la France. Et je vais vous en parler. D'abord, parce que c'est quelque chose que je connais. J'ai fait 11 000 km pour vous voir. Ensuite, j'ai beaucoup... Merci. Ensuite, j'y ai travaillé moi-même avec Paul Vergès, donc vous connaissez plutôt le frère ici, en métropole. Bon, voilà. Je suis même de vieille souche créole, donc je connais un peu mes dossiers, on va dire. Bon. J'ai travaillé, écrit récemment d'ailleurs avec George Kuzmanovic sur la question des îles éparses, donc on va peut-être dire un mot qui illustre cette dimension erratique et sans objet ni but de la politique française. Mais je voudrais dire que effectivement, la France dans l'océan Indien devrait avoir une politique éminente, avoir une place centrale. Parce qu'elle a, si on reprend des termes économiques qui ne sont pas trop de mon champ lexical, mais enfin que j'adopte, elle a un avantage comparatif absolument écrasant quand on regarde les choses telles qu'elles sont posées sur le papier. Disons qu'avec l'Australie, qui est quand même une puissance industrielle mais moindre que notre pays, avec l'Australie, la France est la seule puissance industrielle à être physiquement présente dans la zone indienne océanique, avec près d'1 200 000 Français. Donc les Réunionnais, comme moi, nous sommes 850 000. La Réunion est française depuis 1663 et elle est département français depuis le 19 mars 1946. Et 250 000 Mahorais, hors clandestins venus de l'île d'Anjouan à côté, ce qui pose d'ailleurs un vrai problème. Donc il y a à peu près 1 200 000 Français dans l'océan Indien. Français à part entière, puisqu'il s'agit de départements, soumis donc à la loi d'assimilation, c'est-à-dire que toutes les lois de la République s'y appliquent. Peut-être encore plus à La Réunion, puisque l'article
l'alinéa 2 de l'article 73 de la Constitution empêche spécifiquement la Réunion de procéder à des lois d'adaptation. C'est-à-dire que la porte de l'autonomie qui est ouverte pour les îles de la Caraïbe ne l'est pas pour nous. Pour des raisons de politique interne, on ne va pas rentrer. Enfin, jeu politique interne réunionnais, on ne rentrera pas là-dedans. Bien. Alors, la France dans l'océan Indien, c'est donc cette masse, c'est donc cette population dans 2 départements. C'est aussi la France est aussi. Alors, mon collègue a raison, il ne faut pas classer, mais on est quand même obligé de le faire pour donner un ordre de dimension. La France est la seconde puissance militaire de l'océan Indien, avec les installations militaires navales du port de la Pointe des Galets, dans l'ouest de la Réunion, avec le deuxième RPIMA parachutiste à Pierrefonds, là où j'ai grandi d'ailleurs, j'ai grandi à côté. Quelques installations de moindre envergure à Mayotte et toujours, même si on essaie de nous foutre dehors, une base à Djibouti, qui est quand même qui est un peu mal tolérée par le grand frère américain. Bon, mais l'océan Indien est en réalité une mer américaine, une baignoire américaine, comme disait Paul Vergès. Bon, et nous y concourons. Nous y concourons de manière indirecte. Et je vais vous donner un exemple précis de la manière dont ça se passe. Bon, alors les États-Unis sont présents dans l'océan Indien, vous le savez sans doute, via une de leurs plus grandes bases militaires, qui est la base de Diego Garcia, qui est située en plein milieu de l'océan Indien, qui est la base la plus secrète des États-Unis. Les bombardiers B1, B2, ils décollent pour bombarder qui l'Irak, le Proche-Orient en général. Bien. Le Proche-Orient, l'Asie, bon, c'est une base qui permet aux États-Unis d'Amérique de rayonner sur toute cette zone qui est géopolitiquement décisive, hein, qui, comme disait le père de la doctrine du Sea Power américain au XIXe siècle, il disait l'océan Indien sera au XXIe siècle la clé des 7 mers. Eh bien, nous y sommes. Et la clé, pour l'instant, les Américains la détiennent grâce à cette base. Mais alors, un think tank qui s'appelle Global Security, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, américain, montrait tout de même que malgré cette présence très forte de l'armée américaine dans l'océan Indien, les États-Unis, je les cite de mémoire, sous-traitent tout ou partie, et plutôt tout que partie, leur rôle militaire dans l'océan Indien à l'Inde. Bon. Et il y a 6 mois, je vous donne une information, la France et l'Inde se sont livrés pour la 19e fois à des manœuvres militaires conjointes de grande envergure. Celle-ci était intitulée, alors c'est du sanskrit, Varuna 19. Varuna est une divinité qui est à la fois aérienne et marine. Donc effectivement, l'opération Varuna consistait à un exercice d'une envergure jamais vue, combinant exercice sous-marin, exercice de la flotte et exercice aérien avec tir au sol il me semble sur l'île de Pigeon Island. Bon. Alors, en soi, vous allez me dire, mais quel est le problème à ce que la France travaille avec l'Inde, qui est effectivement, comme le nom de l'océan l'indique, qui est la grande puissance démographique et même économique de la zone? Eh bien, le problème est immense, parce que le problème, c'est qu'en réalité, la France devient l'auxiliaire de l'auxiliaire des États-Unis, c'est-à-dire de l'Inde qui est l'auxiliaire des États-Unis. Et cette alliance entre l'Inde et les États-Unis, qui d'ailleurs se prolonge avec une alliance plus lointaine avec le Japon, est une alliance agressive contre la Chine. Bon. C'est-à-dire que la France, là où elle devrait avoir un rôle, ce qui est sa destinée historique, me semble-t-il, là où elle devrait avoir un rôle d'équilibrage et d'abaissement des tensions, notamment dans l'océan Indien, qui a été défini par l'ONU comme zone de paix par sa résolution de 1832, il me semble, 1971, eh bien la France, en réalité, a pris parti dans un combat qui ressemble à de la guerre froide, mais qui quand même commence à se réchauffer de plus en plus, entre l'Inde et la Chine, mais en réalité, en arrière-plan, on a l'affrontement géopolitique entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. La Chine, comme vous le savez, a sa stratégie qu'on appelle stratégie du collier de perles. Alors,
c'est pas les Chinois qui ont inventé ce terme, c'est des communicants américains. Bon, alors parce qu'ils trouvent ça fait orientaliste, je pense. Bon. Mais la stratégie du collier de perles consiste pour la Chine à parsemer certains de ses États partenaires, à investir chez certains de ses États partenaires dans l'océan Indien, qui est pour elle absolument indispensable, puisque c'est par l'océan Indien que la Chine a accès aux ressources du continent africain. Et elle ne peut pas s'en passer. Bon. Alors, les Chinois construisent des ports, font de la dette aussi, capturent aussi par la dette. Bon. Leurs partenaires, c'est-à-dire la Birmanie, enfin il faut dire Myanmar maintenant, bon, le Myanmar, peut-être le Cambodge, pardon, les Maldives, la Tanzanie qui sont vieilles alliées. À cette stratégie, l'Inde répond par une stratégie qu'on appelle du collier de fleurs, c'est-à-dire que l'Inde, alors là aussi c'est des communicants qui ont inventé ça, bon, l'Inde investit militairement plus qu'économiquement, militairement dans des pays où elle dispose d'une diaspora importante. Et ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème. C'est-à-dire que autant la Chine a une stratégie qui est, comme dirait l'autre, noyée dans les eaux froides du calcul égoïste, autant l'Inde a une solide tradition bien radicalisée par le nationalisme de M. Modi. L'Inde a une tradition d'utiliser sa diaspora, en tout cas de radicaliser une part de sa diaspora à des fins de subversion. Bon. Alors, il n'y a rien de critique envers nos concitoyens réunionnais d'origine indienne, qui sont 30% de la population. Tous les réunionnais ont un peu de sang indien. C'est mon cas, d'ailleurs. Bon, donc, rien de critique. C'est une considération géopolitique. L'Inde utilise sa diaspora pour subvertir au service de sa politique internationale. On le voit à Maurice, où un groupe qui s'appelle The Voice of the Hindu, ce qui est très clair, même dans un pays à majorité hindouiste, parvient à instaurer une espèce de terreur intellectuelle et à s'imposer un peu comme l'islamisme ici, je veux dire, à s'imposer auprès des gouvernements, à prescrire des comportements, et derrière, on a la politique de l'Inde. Bon. Alors, à La Réunion, les choses sont un peu différentes parce que nous n'avons pas l'héritage communautariste laissé par le colonisateur britannique, c'est une bonne chose. Mais néanmoins, il y a aussi une tendance à la brahmanisation, alors que chez nous, les gens sont des Tamouls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas héritiers d'un système de caste. Bon. Une tendance à la brahmanisation d'une certaine part de la politique hindoue. Donc, à mon avis, l'alliance, je ne sais pas si on peut parler d'alliance, mais en tout cas la coopération poussée, le flirt poussé entre la France et l'Inde sous l'égide américaine pose énormément de problèmes. Il n'y a pas de ma part un choix préférentiel de la Chine vis-à-vis de l'Inde. Ce sont des choses objectives. Il est moins dangereux pour notre indépendance d'avoir affaire à une puissance continentale qui a chez nous, il y a 4% de réunionnais d'origine chinoise, plutôt que d'avoir affaire à une puissance maritime qui est en réseau avec la plus grande puissance militaire du lieu et qui instrumente ces diasporas systématiquement pour asseoir sa domination. Bon. Ça, c'est le premier type de renoncement qui est un renoncement voulu, qui date pas d'hier. D'ailleurs, ça n'a pas commencé avec Macron, ça a commencé dès la disparition du général de Gaulle. On a mis la politique indiano-océanique française au service des États-Unis, au service de la lutte anticommuniste des États-Unis en faveur de l'Afrique du Sud. Toutes les aventures romantiques des mercenaires comme Bob Denard, ça avait quand même pour but d'assurer une base arrière aux mercenaires qui se battaient en Rhodésie pour l'infâme régime de Ian Smith et en Afrique du Sud qui se battaient pour l'apartheid. Bon. Aujourd'hui, on a une continuité de cette politique, mais elle se combine avec ce que soulignait tout à fait notre confrère, qui est une dimension totalement erratique de la politique française. C'est-à-dire, comme disait Anatole France, tu sais bien que nous n'avons pas de politique extérieure et que nous ne pouvons pas en avoir. En tout cas, nous n'en avons pas. On le voit bien avec l'exemple des îles éparses. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ici. Il y a quelques mois, à la suite d'une rencontre avec le président de la République française, le président malgache a, j'allais dire un terme créole, cancané, on va dire, sur Twitter, on prend la... vous m'entendez ? Bon.
Le président malgache s'est répandu sur le fait que la France allait, je cite avec les guillemets qui s'imposent, rétrocéder les îles Éparses à la France. Bon. On ne sait pas ce que Emmanuel Macron lui avait dit. En tout cas, il a laissé dire. Georgi Kuzmanovic et moi avons écrit une tribune qui a d'ailleurs été à peu près la seule réaction, et qui a amené d'autres réactions. Il y a un mois de ça, le président de la République était à La Réunion. Il s'est rendu dans les îles Éparses. Et de là, il a annoncé aux Malgaches que non, tout ça restait français, il n'y avait aucun problème. Donc il est un peu revenu sur ce qu'il avait dit précédemment. Mais j'apprends aujourd'hui par un article qu'on m'envoie là, que en fait, après-demain, les négociations relatives aux îles Éparses seront ouvertes avec Madagascar. Donc si vous voulez, une chatte n'y retrouve pas ses petits. Peut-être que l'Élysée a un plan, mais nous n'en savons rien. Et ça m'amène à mon deuxième propos, qui sera aussi la conclusion. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'océan Indien, nous, les Français de l'océan Indien, nous n'y sommes pas associés. Ces îles Éparses qui commandent de grandes ressources gazières, halieutiques, pétrolières, ces terres antarctiques qui commandent un immense espace de pêche presque intouché, nous ne savons pas ce qui s'y passe. Il y a à Saint-Pierre, dans l'île de la Réunion, un beau bâtiment colonial qui est la préfecture des terres australes et antarctiques françaises. C'est l'institution la plus opaque qui existe. Personne ne sait ce qui s'y passe. C'est quelque chose qui... Bon, on n'en sait rien. Lorsqu'il y a des traités internationaux qui nous concernent au premier plan, du type accord de partenariat économique qui risque de laminer notre économie, eh bien la France a confié sa puissance négociatrice à l'Union européenne et nous, on ne sait pas ce qui se passe. On doit mendier. On doit mendier pour assister à une partie des accords. Et physiquement, moi je l'ai vu, quand vient le moment de débattre du fond, on reste devant la porte. On prend un café. Bon. Et nous ne savons rien de ce qui se passe. Les Mahorais ne savent pas ce qui se passe dans le canal de Mozambique. Nous ne savons pas ce qui se passe dans l'océan Indien. Et nous ne sommes pas associés. Et cet abandon de type géopolitique se combine d'un abandon social, parce que bon, je ne parle pas de Mayotte, qui est encore un stage de rattrapage avancé, mais La Réunion a encore 35% de chômeurs. La Réunion, alors que c'était un pays, une des rares terres ultramarines qui avait une tradition industrielle. La Réunion a 40% de pauvres. La Réunion a 115 000 illettrés et ce chiffre ne baisse plus depuis 15 ans. Bon, il y a... Et les solutions, on les connaît. Les solutions, c'est que nous puissions commercer, nous adresser dans notre bassin indien-océanique, nous adresser à nos partenaires en tant que Français, porteurs de la souveraineté française, du rayonnement français, mais que nous puissions exister là où nous sommes. Et cela nous est dénié. Donc, pour conclure, une des façons de reconquérir la souveraineté, c'est, pour reprendre une parole un terme de René Char, c'est une recherche de la base et du sommet. Au sommet, il faut... tout le monde a souligné dans les ateliers que j'ai entendus le rôle de la volonté. Il faut une volonté. Il faut une volonté. Il faut vouloir être une puissance, non pas agressive, mais une puissance d'équilibre. Il faut vouloir être une puissance géopolitique dans l'océan Indien qui est un espace déterminant. À la base, il faut cesser de considérer les Français d'outre-mer que nous sommes comme des Français entièrement à part et pas à part entière. Et il faut nous permettre de nous adresser à nos partenaires internationaux, de commercer avec eux sans avoir les mains rivées par l'économie de comptoir qui n'a quasiment pas changé depuis Colbert. Nous, on exporte 600 000 tonnes de sucre, on importe 6 millions de tonnes de biens industriels. Voilà. Bon. D'ailleurs, ce sucre ici, vous ne le voyez pas. Moi, je ne sais jamais où il va. Bon. Je n'ai jamais eu de sucre réunionnais à La Réunion. Bon. En France. Bon. Eh bien, voilà, la solution est là. La volonté, retrouver la volonté. Pour ça, il faut faire de la politique. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Et c'est allié à cette réflexion géopolitique une réflexion sociale et une réflexion nécessairement décentralisatrice, hein, c'est-à-dire une vraie décentralisation où on fait confiance aux populations locales qui d'ailleurs n'ont jamais été indépendantistes et au contraire de ce qui se passe dans la Caraïbe, c'est pas une critique, hein, ils font ce qu'ils veulent, ont toujours joué le jeu de la République. Voilà, terminé, je vous remercie.